Donc pourquoi faire intervenir le droit dans l'usage du numérique en santé? Il s'avère que l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication était un facteur déterminant pour le développement des plateformes de santé, des applications mobiles de santé, de bien-être, les startups de e-santé, de téléconsultation, etc. Ces plateformes traitent énormément de données et en fait, pour être plus efficientes, elles ont besoin de plus de données. Donc on sait tous aujourd'hui que les données sont le nouveau pétrole. Elles sont d'ailleurs aujourd'hui, à tort ou à raison, parfois appelées le nouvel or noir. Peu importe que la donnée ne soit pas un bien consultible, cette image reste pertinente en ce que le pétrole, comme les données, ont de la valeur. Et les données, elles ont de la valeur grâce à l'agrégation, au profilage, à la mise en place de prises de décision individuelles automatisées qui permettent à tous les responsables de traitement de données justement de tirer une valeur des données personnelles des personnes qui sont concernées. Les business models des entreprises les plus vertueuses sont eux-mêmes fondés sur les données. On pense par exemple à Uber, à Blablacar, même s'ils ne sont pas forcément dans le traitement de données de santé. On peut aussi également penser à Doctolib par exemple. Sans données, il n'y a pas de business derrière. Donc en fait, il convient de former et de sensibiliser les utilisateurs, /patients, /assurés, /clients, à la valeur de leurs données, à la bonne manière de les maîtriser pour plus de libre arbitre et leur garantir un droit à l'autodétermination informationnelle. Le droit à l'autodétermination informationnelle, c'est un mot qui peut paraître un petit peu barbare, mais en fait, c'est un droit fondamental en Allemagne qui a inspiré l'article 1er de la loi française numéro 78-17 du 6 janvier 78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qu'on connaît plus largement sous le nom de loi informatique et liberté, sinon la loi Le Maire. Cet article dispose exactement « L'informatique doit être au service… » L'informatique doit être au service de chaque citoyen, son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale, elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans des conditions fixées par la présente loi. Il s'agit donc bien de laisser aux personnes la possibilité de décider et de contrôler les usages qui sont faits de leurs données à caractère personnel, et plus précisément en réalité de leurs données de santé. Les traitements qui sont réservés aux données et le profit qui peut ainsi en être tiré obligent donc le législateur à encadrer les pratiques et poser des garde-fous pour préserver le droit fondamental des personnes au respect de leur vie privée et également de leur correspondance. Ces notions font directement appel à celles de données personnelles dont on a beaucoup entendu parler depuis l'entrée en vigueur du RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données, qui est entré en vigueur pour le mois dernier, au mois de mai dernier, pardon. Mais déjà auparavant, c'est des droits qui étaient consacrés par la loi informatique et liberté et la directive 9546 CE, donc abrogée aujourd'hui, mais qu'on a mis quand même 9 ans à transposer en droit français pour modifier la loi Le Maire. Donc, comment le droit encadre-t-il l'usage des données de santé? Pour encadrer l'usage du numérique en santé, le législateur a fait un effort de définition et a retenu une définition très large de ce qu'est une donnée de santé. Sont comprises dans la notion de données de santé toutes les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. On comprend donc toute l'importance et la sensibilité des données concernant la santé des personnes et les impacts que les traitements de ces données peuvent avoir sur la vie. Il s'agit de protéger les personnes physiques de conséquences éventuelles du traitement de leurs données de santé, évidemment sur leur vie privée, dans le sens de la sphère intime ou familiale, mais également d'éventuelles conséquences juridiques. On pense, c'est le cas par exemple, si on traite des données de santé dans le cadre d'une assurance, l'idée c'est de protéger les personnes pour que le traitement de leurs données de santé ou de bien-être, comme ça peut être l'usage de plus en plus aujourd'hui grâce aux dispositifs d'application mobile, aux dispositifs de santé portable, l'idée c'est de protéger les personnes d'éventuelles conséquences juridiques néfastes ou négatives pour elles. Le législateur contraint donc le responsable du traitement de données de santé à un certain nombre d'obligations liées à ce traitement. Et l'idée, du coup, c'est d'exposer ces obligations pour que tout le monde ait conscience, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que responsable de traitement, de ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités. Tout d'abord, le législateur a posé au responsable de traitement une obligation de licéité. Le responsable de traitement de données de santé doit garantir la licéité du traitement des données. La licéité, elle se fonde dans l'article 6 du Règlement général pour la protection des données.
Donc il y a plusieurs bases légales qui sont proposées et en fait il faut en trouver une pour chaque traitement. Chaque traitement doit se justifier par un fondement juridique. Le fondement juridique, ça peut être le consentement de la personne qui peut être recueilli de manière différente. En fait par tout moyen, mais il faut juste pouvoir le prouver par contre. Une autre base légale, ça peut être l'exécution d'un contrat auquel le responsable de traitement est partie, le respect d'une obligation légale. Par exemple, les banques sont légalement obligées de vérifier l'identité des personnes lors de l'ouverture d'un compte. C'est une obligation légale, elles n'ont donc pas à demander aux personnes concernées leur consentement pour traiter leurs données d'identité, leurs données biométriques. La sauvegarde des intérêts vitaux, qui nous concerne beaucoup dans le domaine de la santé, c'est-à-dire que si un patient est à l'hôpital et il arrive en urgence, vous n'allez pas lui demander son consentement, vous n'allez pas lui demander de cocher une petite case sur un formulaire pour pouvoir le soigner. Vous allez traiter ses données de santé sans son consentement, puisque c'est pour la sauvegarde de ses intérêts vitaux. L'exécution d'une mission d'intérêt public, par exemple, dans le cadre de mon travail, je suis du coup déléguée à la protection des données pour un organisme public qui s'appelle le CLEIS. Le CLEIS, c'est le Centre des liaisons internationales et européennes pour la sécurité sociale. Le CLEIS étant un organisme public et donc investi d'une mission de service public, il n'a pas besoin de recueillir le consentement des personnes dont il traite les données de santé. La dernière base légale, ce sont les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement. Cette base légale, elle est utilisée notamment en termes de prospection, par exemple. Il est dans l'intérêt légitime du responsable de traitement de prospecter pour sa prospérité économique ou pour sa pérennité. Donc ça, c'était l'exposé des bases légales. Le responsable de traitement doit également garantir loyauté et transparence aux personnes dont il traite les données, c'est-à-dire qu'il ne doit ni omettre ni lui cacher aucune donnée, ni aucune finalité, il ne doit pas lui mentir sur les informations qu'il lui transmet concernant le traitement de ces données. En termes de traitement de données de santé, une grande place est accordée au consentement comme base légale du traitement. En effet, par principe, le RGPD et la loi informatique et liberté interdisent le traitement des données de santé, sauf exception qui se trouve dans les bases légales que j'ai citées juste avant. Le RGPD dispose « Les données sensibles ne peuvent être recueillies et exploitées qu'avec le consentement explicite des personnes, et il faut que le consentement soit aussi simple à donner qu'à retirer, et il faut également que le responsable de traitement puisse prouver ce consentement, puisse prouver qu'il a recueilli ce consentement. Ça implique de mettre en place des dispositifs particuliers, peu importe que ce soit au format papier ou au format informatique. Le responsable du traitement de données de santé est également tenu à une obligation de protection des informations, c'est-à-dire qu'il doit protéger les locaux, les systèmes d'information, les destinataires des données doivent être protégés et sensibilisés pour assurer la sécurité et la confidentialité des données. Ça implique de former et sensibiliser vraiment ses collaborateurs, ses équipes de soins par exemple, à l'importance de la confidentialité des données qui sont traitées. Les données ne doivent pas être déformées, endommagées ou être accessibles à des tiers non autorisés. Et toujours cela, peu importe que ce soit au format papier ou numérique, voire à l'oral. Le responsable de traitement doit également coopérer avec les autorités de contrôle, c'est-à-dire qu'il est garant en fait, de l'application des bonnes pratiques en matière de respect de la protection des données personnelles et de la vie privée au sein de son établissement, dont il est responsable, pour protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes. Il doit également faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union. Et en cas de violation des données, parce que même si on met en place tous les dispositifs pour assurer la sécurité des données, les pirates informatiques sont très compétents et ça peut toujours arriver, on n'est jamais à l'abri. L'idée, c'est, au cas où ça arrive, de notifier la CNIL des incidents de sécurité qui impliquent des traitements de données personnelles. Cette obligation, elle s'ajoute à l'obligation actuelle de signalement des incidents de sécurité des systèmes d'information de santé qui est prévue dans le Code de la santé publique. Le responsable de traitement d'un organisme qui effectue les traitements de données de santé doit obligatoirement désigner un DPO, donc un Data Protection Officer ou un délégué à la protection des données en français. Les établissements publics de santé sont tous concernés par cette obligation, tandis que les établissements privés de santé sont potentiellement concernés selon qu'ils mettent ou non en œuvre un traitement de données sensibles, entre guillemets, à grande échelle. La grande échelle, c'est une notion qui apparaît souvent dans le règlement général pour la protection des données et qui est tout relatif. En général, c'est quand même l'échelle est souvent grande, en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut savoir aussi que la mutualisation d'un Data Protection Officer entre plusieurs établissements, elle est possible.
On n'est pas obligé de mettre un délégué à protection des données dans chaque établissement. En fait, ça dépend des moyens, de la sensibilité des données et de la disponibilité aussi des personnes et des effectifs. Le responsable de traitement de données de santé, il doit tenir une documentation interne qui décrit les traitements qu'il met en œuvre et les mesures de mise en conformité qu'il a mis en place. Dans certains cas, et notamment dans les traitements de recherche, il doit solliciter l'autorisation de la CNIL avant de mettre en œuvre son traitement de données personnelles. Donc il doit réaliser un registre d'activités de traitement. Ça, c'est un document qu'on retrouve dans toutes les mises en conformité de tous les établissements, peu importe qu'il soit des données de santé ou pas. Dans le domaine de la santé, plus généralement, on a souvent à réaliser des analyses d'impact relatives à la protection des données, qu'on voit souvent sous le sigle AIPD ou PIA, Privacy Impact Assessment. L'analyse d'impact, elle doit être faite notamment avant la mise en œuvre du traitement, et elle consiste à étudier les risques que le traitement présente pour les personnes, tant au niveau technique qu'au niveau juridique. C'est-à-dire qu'en général, avant de réaliser l'analyse d'impact, on effectue une cartographie des données et le registre des traitements. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a des traitements de données qui sont particulièrement sensibles ou qui touchent à un nombre de personnes particulièrement important, on réalise ce PIA. Et ce PIA, lors de ce PIA, on passe en revue l'ensemble des traitements de données grâce à la cartographie qu'on a fait juste avant et on identifie les risques à chaque fois. Les risques peuvent être techniques comme juridiques, c'est-à-dire que ça peut passer par des protocoles de sécurité des systèmes d'information, mais également des risques juridiques, par exemple faire signer un engagement de confidentialité à ses collaborateurs, aux personnes avec lesquelles on travaille, c'est une mesure de protection juridique pour le responsable de traitement. Et également pour la vie privée des personnes concernées par le traitement. Le responsable de traitement doit également faire attention à l'encadrement des transferts de données en dehors de l'Union européenne s'il y en a. Il doit faire également attention, selon son activité, aux mentions d'informations qu'il transmet aux personnes concernant le traitement de leurs données de santé, au modèle de recueil du consentement de ces personnes, et surtout, il doit mettre en place des procédures pour l'exercice des droits. Les personnes concernées par le traitement de données de santé ont des droits et ils sont d'autant plus importants que les données de santé sont extrêmement sensibles. Du coup, il y a des dérogations dans ce domaine-là. Normalement, dans le cas de données personnelles classiques, on va dire, on doit répondre à une demande d'exercice de droit dans les meilleurs délais. C'est les termes du RGPD, donc c'est un petit peu vague. La CNIL a déclaré que c'était dans un délai maximum d'1 mois, ce délai maximum d'1 mois pouvant être prolongé de 2 mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes, et à condition d'en informer la personne concernée dans le délai d'1 mois qui suit la réception de la demande. Concernant les demandes d'accès aux données de santé, normalement, le responsable de traitement doit répondre au plus tard dans les 8 jours suivant la demande, et au plus tôt, et compte tenu du délai de réflexion prévu par la loi dans l'intérêt de la personne, dans les 48 heures. Si ces informations remontent à plus de 5 ans, le délai est porté à 2 mois. Le responsable de traitement doit également faire attention aux contrats qui définissent les rôles et les responsabilités des acteurs, notamment lorsqu'il fait appel à des sous-traitants, on en reparlera. Et il doit également tenir à jour un registre des violations des données, en espérant qu'il n'ait pas à le remplir trop souvent. Par ailleurs, le responsable de traitement doit porter une attention particulière à l'encadrement contractuel des prestations des tiers fournisseurs de services, notamment en cas de données de santé. Lorsqu'un responsable de traitement recueille des données de santé, il est obligé de faire appel à soit il le fait lui-même, soit il fait appel à un sous-traitant, mais il est obligé d'héberger ces données de santé de manière certifiée, c'est-à-dire qu'il doit avoir une certification HDS, une certification hébergeur de données de santé. Sinon, dès que le responsable de traitement a recours à un prestataire de service dont la prestation implique le traitement de données de santé, il doit signer avec le prestataire de contrat, ou le cas échéant passer à un marché public, décrivant précisément le contenu des prestations, donc les obligations de sécurité et le respect des clauses obligatoires. Et dans le cas où le responsable de traitement n'est pas maître des moyens de travail mis à sa disposition, comme par exemple lorsqu'il achète une solution de type logiciel ou SaaS qui sont fournis tels quels et clés en main par le prestataire, il doit autant que possible inclure dans le contrat avec son prestataire des clauses qui garantissent que celui-ci respecte les principes de la loi informatique et liberté. Il y a un réel échange de devoirs et de responsabilités entre le responsable de traitement et son sous-traitant, et c'est particulièrement important dans le domaine du traitement des données de santé, parce que le responsable de traitement doit s'assurer que son sous-traitant il a mis en place ce qu'on appelle les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à garantir le respect du RGPD et donc le respect de la vie privée et des données personnelles des personnes qui seront concernées par ce traitement-là. En contrepartie, le sous-traitant a une réelle obligation envers le responsable de traitement en ce qu'il a un devoir de conseil.
Ce devoir de conseil, il s'applique par exemple si le responsable de traitement demande au sous-traitant d'effectuer du coup un traitement pour son compte mais qui ne paraît pas licite. À ce moment-là, le sous-traitant doit le dire au responsable de traitement et doit l'en informer. Il peut d'ailleurs refuser de le faire, c'est même mieux pour lui. Parce qu'il y a aussi les responsabilités qui s'enchaîneront à ce moment-là en cas de problème. Enfin, le responsable de traitement doit s'assurer de la sécurité des données, c'est-à-dire que le responsable de traitement doit mettre en place des procédures qui permettent de garantir la sécurité et la confidentialité des données dans le respect de la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, qu'on connaît plus souvent sous l'acronyme PGSSIS, et de respecter les obligations liées à la conservation des données, c'est-à-dire fixer une durée de conservation, organiser les modalités d'archivage, assurer la capacité de restitution des données de santé. En conclusion, l'idée, ce n'est pas du tout d'élever la méfiance des personnes à l'égard du traitement de leurs données de santé, mais plutôt d'effectuer une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle passe par le fait qu'il y a un vrai besoin de pédagogie autour de ces sujets-là, toujours que ce soit au niveau du responsable de traitement ou des personnes concernées par le traitement de ces données de santé. Le droit relatif au traitement des données de santé n'est pas nouveau, mais en constante évolution, il doit s'adapter, voire anticiper les usages pour garantir une utilisation éthique des données de santé et de bien-être par les différents responsables de traitement. Et cela se vérifie notamment dans le cas du traitement de données de M-Santé par les sociétés d'assurance. L'idée de traitement de données de M-Santé par les sociétés d'assurance, il consiste, par exemple, il y a un programme qui existe qui s'appelle Vitality, qui est proposé par Generali, en Allemagne notamment. Ce programme, il consiste à faire remplir un questionnaire qui est très précis aux personnes avant la souscription. Ce questionnaire, il est précis au point qu'il demande aux personnes leur consommation de sel, leur tension, s'ils fument, s'ils boivent, si oui, combien. On a un niveau de granularité qui est assez important dans ce questionnaire. À l'issue du questionnaire, alors qu'on n'a pas encore souscrit, on obtient un âge Vitality. Et cet âge Vitality, il permet de déterminer, en fait, il fait office de moyen de calcul pour l'assureur, de calcul de la prime de référence. Et donc la prime de référence sera calculée sur les réponses obtenues à ce questionnaire-là. Et ensuite, l'assureur propose du coup, à son sociétaire s'il souscrit, ou à son assuré s'il souscrit, de télécharger une application mobile tierce. Bon, en l'espèce, l'application mobile tierce, on s'est aperçu que c'était quand même que l'éditeur était toujours le même assureur, donc elle n'est pas si tierce que ça. Mais dans cette application, l'assuré est invité à renseigner beaucoup de données relatives à sa santé et à son bien-être, notamment sur ses consommations alimentaires, sur le sport qu'il effectue, sur sa consommation de tabac, d'alcool, etc. Et en fonction de l'importance que l'assuré accorde à sa santé, il peut avoir des bonus et voir le montant de ses cotisations diminuer. C'est l'idée en fait de mettre en place un système de bonus-malus en santé dans le cadre de l'assurance santé, et c'est le thème de ma recherche. On comprend toutes les problématiques éthiques que ça peut soulever. Pour l'instant, pour autant, l'idée, c'est vraiment pas d'en avoir peur ni de diaboliser ce genre de programme. En France, il faut savoir que ça a été assez mal reçu. Marisol Touraine avait assez mal réagi à l'idée d'une telle proposition. Et en France, les programmes similaires ressemblent plutôt à un don d'avantages, en fait, à l'octroi d'avantages, qui ressemble à des promotions dans des enseignes sportives ou à des réductions pour acheter des équipements sportifs ou aller dans des salles de sport, etc. Ça laisse imaginer un avenir proche dans lequel les assureurs pourraient ne plus être circonscrits au remboursement des frais de la médecine curative, comme c'est le cas actuellement, mais ils seraient acteurs dans la santé de leurs assurés et financeurs donc d'une médecine préventive et perpétuelle, moins onéreuse et facteur de diminution des risques. Donc il y a un réel changement dans l'activité des sociétés d'assurance et elles seraient dotées donc d'un nouveau rôle qui serait d'aider l'assuré à devenir acteur de sa propre santé avec une protection sociale coactive.